Bienvenue dans cette vidéo sur les modèles Arch et les modèles Gauss. Aujourd'hui, on va discuter tout en détail sur ces deux grands modèles en économie qui vont nous donner des informations sur la volatilité d'une variable. Le modèle Arch, c'est un modèle qui donne des informations sur les valeurs, comment les valeurs passées et les erreurs, donc la variance influence les valeurs présentes. Et le modèle Gauss, donc le Generalizing Autorégressif Conditionnel, lui maintenant c'est l'extension du modèle Arch. La première chose qu'on va faire, c'est estimer d'abord le modèle AR. Avant d'estimer le modèle AR, nous allons tester la stationnarité de ce modèle. Après avoir testé la stationnarité, nous allons estimer le modèle AR pour détecter l'effet Arch. Si l'on détecte l'effet Arch, nous allons passer à estimer le modèle Arch. Et après avoir estimé le modèle Arch, nous allons ensuite essayer d'estimer également les modèles Gauss. Et après avoir estimé, nous allons passer par les diagnostics qui va nous permettre de pouvoir valider les résultats. Et après avoir fait les diagnostics, nous allons ensuite faire la prévision, voir comment ces valeurs peuvent maintenant évoluer dans les temps qui arrivent. Alors, comme c'était dit, premièrement, je vais tester la stationnarité en s'intéressant sur cette variable qui est les taux de change. Les taux de change, je vais m'intéresser sur son comportement depuis 1987 à 2023, récemment. Alors, j'ouvre premièrement la variable et puis je vais tester la stationnarité. Je vais tester la stationnarité dans View, Inutile Do It to Test. Je vais tester d'abord en niveau pour voir si les valeurs sont stationnaires à niveau. Alors, je trouve que la probabilité du modèle n'est pas supérieure, n'est pas inférieure à 5. Alors, quand est-ce qu'il y a stationnarité? La stationnarité, lorsque la probabilité du modèle associé est maintenant inférieure à 5, au seuil de 5%. Donc ici, je dirais que le modèle est stationnaire. C'est quoi la stationnarité? La stationnarité, c'est tout simplement voir si les mesures des tendances centrales et les mesures de dispersion sont constantes dans les temps. Donc il n'y a pas d'éparpillement. Alors dans ce sens, il y a éparpillement. Pourquoi? Parce que la probabilité est supérieure à 5. Alors, il me faut également tester à la première différence pour qu'il y ait une stationnarité. Tout de suite, je refais les gymnastiques. Je vais tester maintenant à la première différence parce que j'ai testé en niveau, donc en level. Je teste à la deuxième, voilà. Je trouve qu'à la première différence, la probabilité associée de mon modèle est maintenant inférieure à 5%, ce qui montre que le modèle est totalement stationnaire. Nous avons ensuite confirmé la stationnarité. Je vais ensuite enregistrer ces résultats pour que, au temps qui viennent, je puisse les retrouver. Ça, c'est la stationnarité. Station, voilà. Alors, après avoir testé la stationnarité, comme j'ai promis, je vais ensuite estimer le modèle AR. Le modèle AR, comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo sur le modèle AR, ARMA, ARIMA, et si vous n'avez pas encore visionné cela, vous pouvez ensuite essayer de voir et puis comprendre sur le modèle AR. Donc, l'auto-régressif. Il montre comment les valeurs passées positives d'une variable influencent les valeurs actuelles de cette variable. Alors, comme je m'intéresse sur la valeur taux de change, je clique, espace, taux de change encore, taux de change, entre parenthèses, moins 1. Donc, c'est comme ça on va estimer le modèle AR. Je trouve que c'est le modèle AR. Donc, dans ce modèle, ce qui nous intéresse, ce n'est pas interpréter le modèle AR, mais on va détecter l'effet Arch à travers l'estimation du modèle AR. On détecte l'effet Arch à travers l'hypothèse d'hétéroscédasticité. Voilà. C'est quoi l'effet Arch? L'effet Arch, c'est tout simplement dire que la variance n'est pas constante. Donc, on a des estimateurs biaisés. Or, dans le modèle, la suite est qu'il ne faut jamais avoir des estimateurs biaisés. Alors, comme ici, quand faut-il dire qu'il y a effet H? L'effet H, c'est lorsque la probabilité du modèle associé est maintenant inférieure à 5%, c'est de 5%. Donc, les F statistiques. Dans ces cas, on dirait qu'il y a effet H. Donc, notre modèle est hétérocédastique. Voilà. Il perd encore ses rappels de ces grands mots, l'hétérocédasticité. Mais que dire de Grâce qui a toujours voulu dormir avec ces mots dans sa table. Alors, on va ensuite passer, parce que, vous voyez, on a détecté qu'il y a effet Ars. Grâce à cette probabilité qui est inférieure à 5, car il y a absence d'homocédasticité.
on va ensuite dire qu'on ne peut pas estimer ce modèle ou bien le comportement de cette variable ne peut pas être saisi à travers le modèle AR, mais plutôt à travers le modèle Arch et Garce. J'enregistre encore les résultats pour les revoir après. Press out. Ça, c'est effet H. Arch. Voilà. Je suis à côté des grâces, donc ils suivent également en ligne. J'ai mis de l'espace et lui n'aime pas l'espace. Effet Arch. Voilà. Yves n'aime pas l'espace. Il veut comme ça. Voilà. Et puis, après avoir détecté l'effet Arch, ça va maintenant aller à voir également la tendance CGP parce qu'on est sur les séries temporelles, la tendance de cette variable. Donc, je pars dans Quick, sur statistique, Audric, Prod, et puis c'est taux de change. Taux de change. J'écris correctement, excusez, correctement les noms. Oui, je vais visionner la tendance de cette variable. Je trouve que le taux de change a une tendance linéaire, mais son cycle il a un cycle qui est un peu qui ne suit pas vraiment un cycle par rapport à la tendance, mais ses valeurs propres vont dépendre de ses valeurs passées. Ça, c'est quoi? Les cycles de cette variable. Alors, après avoir vu les cycles, nous allons ensuite estimer le modèle Arch en allant dans Quick, Estimate, et j'ai choisi maintenant le modèle Arch. Comme je l'ai expliqué, le modèle Arch, c'est un modèle qui va nous permettre de voir comment les erreurs et les valeurs passées influencent le modèle. Nous avons trouvé que cette variable suit une volatilité grâce à l'effet Arch. Je vais alors dire détecter, estimer plutôt le modèle. Voilà. Voilà. Et puis, parce que je vais estimer le modèle Arch, dans le modèle Garch, ici, je mets 0. 0. OK. Et là-bas également, dans les Trust Order, je mets 0. Arch, Garch. Puis je clique sur OK. Voilà. Iber va ensuite nous interpréter ces résultats du modèle Arch et Garch. Voilà. Il n'est pas prêt. Le modèle Arch nous montre ceci. La première équation nous montre comment les valeurs passées influencent les valeurs actuelles. Qu'est-ce qu'on dira ici? Dans ce sens, on dira que les valeurs passées du taux de change influencent les valeurs actuelles. Donc, les valeurs aujourd'hui du taux de change à une proportion de 1,000. Alors, la question qu'il faut d'abord connaître, est-ce que cette influence est-il significative ou bien ça impacte à travers la probabilité du F statistique? On dira que cette influence n'impacte pas. Pourquoi? Parce que la probabilité n'est pas inférieure à 5. OK? On a également expliqué tout ça sur l'influence des variables. Et la deuxième équation, c'est sur l'équation de la variance. Dans cette équation, on verra comment les variances, donc la variance de ces modèles, donc les résidus au carré, influencent le modèle à une proportion de 0,17 et que cette influence également n'est pas significative. Et on peut également voir la globalité donc, du modèle. Alors, pour voir la globalité du modèle à travers le F statistique, on dira que le modèle est n'est pas globalement bon, parce que sa probabilité est très supérieure, et le R carré est égal à 1, donc le modèle est parfaitement bon. Alors, nous avons fait le modèle Arch. On va également ensuite estimer le modèle Garch pour comparer les deux résultats. Je sauvegarde les résultats. Maintenant, ça c'est Arch. Arch, voilà. Arch, voilà. Et puis, j'estime encore le modèle Garch. Pour estimer le modèle Garch, ici, j'ai remis alors 1. Et puis, ici, j'ai remis 0. Voilà, ok. Voilà. Ici, j'ai Garch. Que dit le modèle Garch? Le modèle Garch m'apprend que ces valeurs ici influencent à une proportion également de 0,49 par rapport aux valeurs précédentes. Donc, le modèle Garch est bien plus appréhendé par rapport au modèle Arch. Dans ce cas, nous allons valider ou prendre en compte le modèle Garch qui nous donne de très bonnes estimations par rapport au modèle Arch. Et après avoir détecté l'effet A, après avoir testé la stationnarité, détecté, estimé le modèle A, R, après avoir détecté l'effet H, après avoir estimé le modèle H et Gauss, je vais ensuite passer au test des diagnostics. C'est ce qui va nous permettre de valider tout un résultat, ce qu'on a eu à faire.
Donc, je vais ensuite sauvegarder ces résultats des gauche. Gauche, voilà, gauche, voilà. Ah, il ne met pas en majuscule là. Gauche, voilà. Les gauche, je vais toujours la gauche 1. Parce qu'il y a gauche, gauche 1. Voilà. Et puis ensuite, on va faire les diagnostics en allant dans View. Et puis, résultat du diagnostic, on va faire les cholérogrammes. C'est quoi les cholérogrammes? Les cholérogrammes, c'est tout simplement nous montrer les nombres de lags dans lesquels le modèle voudra accepter. Donc, c'est également un test d'hétéroscédasticité, donc d'autocorrélation, qui nous permet de connaître si les valeurs sont autocorrélées. Donc, s'il y a des erreurs qui se sont répétées dans ces stades, on dira qu'il y a, à la première observation, donc, ou bien à la première année, les valeurs se sont autocorrélées, mais les autres années restent constantes. Soit on peut tout simplement visionner la probabilité. Lorsque la probabilité est inférieure à 1, on dira qu'il y a un problème d'autocorrélation. Lorsque la probabilité est supérieure à 1, on dira qu'il y a absence d'autocorrélation. Après avoir fait les tests de corrélogramme à travers l'autocorrélation parfaite et l'autocorrélation partielle, on passe maintenant au test d'autocorrélation encore même sur les corrélogrammes des résidus au carré. Donc c'est ce test qui va plus nous intéresser. Sur ce, on dira que dans tous les modèles, il y a autocorrélation seulement à la première valeur. Donc à la première observation, il y a eu problème d'autocorrélation. Sur les autres, il y a un très bon modèle qui a été estimé. Alors nous validons ce modèle, nous passons ensuite à l'autre hypothèse. Je peux également sauvegarder les résultats. Ça, c'est autocorrélation. Autocorrélation. Voilà, autocorrélation. Comme nous avançons encore plus, ainsi, nous allons faire des tests de normalité à travers les tests de Jacques-Caméra. On trouve qu'il y a maintenant présence de normalité, il y a absence de normalité, car sa probabilité est inférieure à celle de 5%. Dans ce stade, notre modèle ne suit pas la loi normale. Voilà. Nous allons ensuite tester l'hypothèse d'hétéro à travers les modèles, les tests de H. Voilà. Dans les modèles AR, il y a eu problème d'hétéro. Dans les modèles H, il n'y a pas de problème d'hétéro. Ce qui démontre qu'on a une variance constante dans les temps. Voilà, frère, après avoir déterminé l'hétéro, on enregistre les résultats. Ensuite, ça c'est hétéro. Voilà, hétéro. Voilà, Hubert encore qui pose la question, il ne comprend pas là où il est. Hubert, nous avons premièrement détecté l'effet Arch, nous avons premièrement estimé le modèle AR, détecté l'effet Arch, estimé le modèle Arch, estimé le modèle Gauche, fait les tests de diagnostic. On est maintenant sur les tests de diagnostic. Et nous avons pratiquement fait tous les tests de diagnostic. Nous avons trouvé que notre modèle respecte toutes les hypothèses parcourues, à l'absence d'hypothèse de normalité. Il y a problème de normalité. Alors, comme nous avons fait ceci, nous allons ensuite, à la dernière position, faire les prévisions. À quoi servent les prévisions? Les prévisions servent à connaître si les modèles va connaître donc comment va évoluer maintenant les taux de change dans l'entre-État. Donc, on a les estimations jusqu'à 2023 et on va voir tout simplement comment les taux de change vont se comporter de 2023 jusqu'à 2000, par exemple, les 40. Les taux de change aura quelle valeur? Voilà, taux de change, gestion, voilà. On veut voir. Les économistes veulent maintenant voir le modèle aura quelle tendance en 2020, 40 par exemple. Par exemple, on ne sera pas là. Pour ce faire, nous allons étendre la série. La série, on va l'étendre. Si c'est de 1987 à 2023, on va aller jusqu'à 2040. Hein. 40 pour faire la prévision. Yes. Et puis, ici, on rentre dans l'estimation. On part dans forecast. Forecast, c'est prévision en anglais. Forecast. Puis nous avons ici taux d'échange F. Donc, taux d'échange forecast. Taux d'échange de la prévision. Et puis, on coche les dynamiques forecast. On va avoir des graphiques dynamiques sur la prévision de 1987 à 2040. On clique sur OK. Voilà. Ici, nous avons les prévisions du taux d'échange et les prévisions de la variance.
on trouve que le taux de change aura une tendance un peu croissante, mais aura une valeur de 5,90 en 2039 et en 2040 une valeur de 5,90 et en 2040 justement. Mais la variance, donc nos erreurs vont augmenter les, quelle année? Les 2037. Il y aura plus d'erreurs qui vont s'augmenter car la variance est en train d'augmenter, donc les erreurs vont s'augmenter et vont atteindre un seuil de, le seuil n'est pas déterminé, c'est NA. Et c'est par exemple ici, les NI là également, ce n'est pas déterminé. On va ensuite essayer de voir les valeurs qui nous donnent la première prévision. Pour voir la meilleure prévision, c'est à travers ces valeurs-ci. Donc, à travers ces valeurs-ci, ça c'est à travers les critères des MIP, non, non, MIP, les critères des take. Quand il y a des MIP, c'est la moyenne absence percent error et les take inequality coefficient. Il faut qu'il y ait des valeurs petites pour qu'il y ait une meilleure prévision. Ça, c'est la prévision pour le modèle Arch. On voit maintenant la prévision pour le modèle Gauge. Je rentre dans l'estimation. Oui, ici dans le modèle Arch. Je remets 0 dans le modèle Gauge. Je remets 1. Voilà. Et puis, on clique, on part dans Forecast. Voilà. On trouve que le modèle Gauge nous donne une très bonne prévision car la variance c'est un peu éparpillée dès les moments. On arrive à 2015, 40, il y a une valeur, on a même la variable, on a même la valeur de 2,59. Dans le modèle Gauss, ce n'était pas déterminé. Et ici, nous avons également ces valeurs de 638. Donc, les taux de change aura une valeur de 638 francs congolais en 2040 à 39. En 2040, les taux de change sera de 638 également. Donc, je dirais un problème de stabilité durant ces 2 années. Voilà, on achève les étapes parcourues dans ces modèles dans l'estimation de ces deux modèles, le modèle Arch et le modèle Gauss. Je rappelle, la première chose était l'estimation du modèle, non, la stationnarité, où on a testé la stationnarité. On a trouvé que le modèle était stationnaire car sa probabilité était inférieure à 1. Et la deuxième chose, nous avons estimé le modèle Arch. Le modèle Arch est ici, et c'est le modèle Arch qui nous a permis maintenant de détecter l'effet Arch. Nous avons détecté l'effet Arch, voici les résultats, car sa probabilité était inférieure à 5. Après avoir détecté l'effet Arch, nous avons ensuite estimé le modèle Garch. Modèle Garch, donc le modèle Arch est plutôt Arch, il est ici. Et nous avons trouvé que les valeurs passées influençaient une valeur de 1 par rapport aux valeurs présentes. Et nous avons ensuite vu la variance. Et puis nous avons ensuite estimé le modèle Garch. Voilà, grâce est fatigué. Nous avons estimé le modèle Garch. Après avoir estimé le modèle Garch, on a fait les tests des stationnarités. Hubert également est fatigué, donc et sur la ligne, ils sont fatigués, je ne sais pas pourquoi. On veut vous rappeler, puis on clôture là-bas. Après avoir estimé le modèle de Gash, nous avons fait maintenant les tests de diagnostic. À travers les tests d'autocorrélation, nous avons trouvé qu'on absence d'autocorrélation, nous avons encore les problèmes d'auto-hétéro, il y a maintenant présence d'homocédasticité, et puis à la fin, nous avons testé le modèle de hétéro, non hétéro, nous avons fini avec hétéro, et puis nous avons fait également les tests d'autocorrélation partielle. Alors, après l'autocorrélation, nous avons ensuite fini par faire la prévision. La prévision, je n'avais pas enregistré les valeurs de la prévision. Nous avons trouvé qu'on avait une très bonne prévision. Donc là, on accorde maintenant la parole à Hubert pour sa question. Alors, merci beaucoup, monsieur Clément Demba. J'ai bien suivi votre vidéo et tout ce que vous avez fait ici. Alors, en tant qu'économiste, modéliste, vous, l'espoir du peuple, vous qui savez manier les chiffres, un grand analyste des données, au vu des résultats que vous avez trouvés dans vos analyses, qu'est-ce que vous promettez au pays? Quelle promesse faites-vous à la nation? Et pensez-vous que les taux de change pourraient se stabiliser? Pensez-vous que dans ces pays, nous aurons une bonne saison où il y aura une stabilité du taux de change?
principal. Voilà, merci beaucoup pour la question. Nous avons reçu la question de Iber Moukebaï qui voulait en quelque sorte connaître une question très pertinente. Il voulait savoir comment les taux de change ou bien comment la stabilité du taux de change impacterait cela à long terme. Donc, à travers ce modèle, nous avons vite vu que les valeurs passées influençaient à une proportion de 0,42. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs passées, donc les erreurs du passé que venaient de connaître les taux de change, donc la façon dont on a eu à manipuler notre taux de change durant le passé a influencé de manière négative les valeurs d'aujourd'hui des taux de change. C'est pour dire à long terme, on aura une stabilité. Mais cette stabilité ne pourra s'assurer que lorsqu'il y aura maintenant coopération ou bien lorsqu'il y aura interdépendance des politiques économiques. Donc si la Banque centrale s'appuie sur les estimations et les gouvernements en tenant compte de la politique budgétaire, il y aura stabilité à long terme sur les taux de change. Cela ne dépendra que de la volonté politique. Donc, je résume en disant il y aura stabilité. Cette stabilité ne va se réajuster sur les prix si et seulement si les gouvernements s'impliquent sur le contrôle. Car aujourd'hui, on sait tous qu'il y a des opérateurs économiques, au lieu de diminuer les prix, mais ils ajustent les prix. Donc, un bien qui était à 10 dollars à une valeur de 29 000 devient actuellement à 13 dollars à une valeur toujours de 29 000. Donc, il faut une très bonne coopération, une très bonne conduite de ces deux politiques pour que cette stabilité puisse se voir sur les prix, sur les marchés et sur la vie quotidienne. Monsieur les grands analystes, Hubert Moukeba. Bon, merci pour la réponse. J'ai été satisfait. Voilà. Je n'ai plus de questions. Ok. Bon courage. Continuez bien dans c'est Kamal. Demain, ça va payer. Le pays a besoin de vous en tant qu'analyste. Ne laissez pas le cas, peu importe les difficultés. Laissez, ça va payer demain. Merci. Merci beaucoup, monsieur Hubert. Ils ont suivi en ligne ces cours. Grâce Elonga, lui, il ne veut pas vraiment se faire voir. Voilà. Nous avons suivi ce cours dès le début et puis nous encourageons très rapidement parce que vous nous avez suivi du début jusqu'à la fin et on est presque à la fin de cette vidéo. On se capte à la prochaine et restez branchés. On est économiste et on fait souvent ce genre de vidéos. Si ce contenu vous plaît, tout simplement liker, laisser un commentaire, vous abonner pour suivre encore plus de nos contenus que nous lançons ensuite ici. À la prochaine. Ganau, itu ya video ganau.